Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Ce matin, je vous l'ai dit, l'invité du jour, c'est Miss Mappin. Comme tous les jeudis, on a notre invité du jour, celui avec qui on va passer le maximum de temps dans le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Donc l'invité du jeudi, c'est un artiste que vous connaissez très bien, qui a présenté Miss Mappin, parce que la nouvelle génération, il y en a qui ne te connaissent pas. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Rapproche-toi du micro. Bonjour d'abord, bonjour. Merci. Comment tu vas ce matin? Ça va. Il y a la forme? Ouais, j'ai dû me réveiller quand même un peu assez tôt, quoi. Que d'habitude. D'habitude, tu te réveilles à quelle heure? 8h30. Mais on dit que le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt. Normalement, mais je trouve que c'est très tôt pour moi déjà, 8h30. Très tôt pour toi? Ouais, parfois. Selon ce que je fais, en fait. Est-ce que tu travailles tard? Oui, je travaille tard. Il arrive que je dors et je me réveille à 1h du matin et après, hop, j'ai plus de sommeil, quoi, jusqu'au matin. D'accord. Parce que je dois écrire, je dois faire des choses. Donc c'est pour ça que tu te lèves à 8h30. Ouais, mais il fallait quand même honorer l'invitation. À quand remonte ta dernière présence sur les médias? J'ai pas souvenir, sûrement l'année dernière, je crois. L'année dernière. Quand tu as sorti Évacué? Oui, je pense. C'est quand même assez loin. Hein. Bon, voilà, il faut que je me présente. Je voulais remercier d'abord Da Fresh et Gina pour l'émission. Bon, moi c'est Miss Mappin, sociétaire du groupe New School. On a commencé les bails en question des années 90 avec le groupe. J'ai participé à plein de compiles qu'on connaît. Bantu Mix, la grande compile Mémoire Vive avec Didier Ping. Tu commences le rap dans les années 90. Ouais. Tu commences le rap avec qui? Tu habites dans quel quartier? Parce qu'avant, le rap était Toujours sectionné par quartier. Ouais, 5e arrondissement, Ozangue, Damas. On dirait que c'était le coin où il y avait le plus de rappeurs dans le Ouais, c'est carrément... Baponga aussi, c'est le 5e arrondissement. Ouais, lors des Comindons, tout ça. Et on a reçu plein d'autres personnes là-bas. Très vite, tu as choisi ton style. Ouais, j'ai choisi mon stylo. J'étais à un moment, au départ, je commençais à fréquenter Bac Drama. En même temps que j'étais avec les autres du lycée d'État, parce qu'au lycée d'État, c'était un lycée où il y avait plein de rappeurs, tels que Joe Ken, vous ne le connaissez pas, aujourd'hui c'est un professeur d'université. Oui. Voilà, c'est des gars qui ont eu qui ont eu à amener le rap à un niveau très avancé, mais très tôt par rapport à aujourd'hui, vous voyez. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de choses dans le passé, que quand aujourd'hui, quand on regarde, on se pose vraiment de questions si on n'était pas en avance. Ta première entrée dans un studio? Première entrée dans un studio, c'était, je vais dire, un vrai studio. Hein. Ouais, un vrai studio d'enregistrement. Cash Pro. C'était pour enregistrer quel projet? Et on était Nouveau en quelle départ. Là, on est dans les 1997. Je vous assure, c'était pas facile d'enregistrer un titre à cette époque. À 97, waouh. Ouais, pour nous les rappeurs. Parce que la plupart des studios étaient pris par les chanteurs de variété. Vous voyez, je me souviens... Ils avaient le buzz à l'époque. Ils avaient le buzz. Je me souviens que je suis arrivé, on est arrivé dans des studios où on nous a dit, vous faites quoi? On a dit, le rap, sortez d'ici là, s'il vous plaît. Truc de voyous là, foutez-nous la paix là. Ouais, waouh. Alors, monsieur Georges Kangwa, je remercie ce monsieur grandement. Aujourd'hui, jusqu'à présent, je dis c'est le sauveur. Pour moi, c'est le sauveur, celui qui a délivré, qui a débaillonné les rappeurs gabonais, quoi, en mettant simplement l'heure de studio à 20 000 francs au niveau de l'ancienne Sobraga, où il y avait son premier studio, Cash Pro. Parce qu'au départ, les prix, c'était énorme. C'était énorme. C'était un titre à 200, 300 000. Quand on est lycéen, c'est pas facile. Hein. On ne sait pas encore où on va. On arrive comme ça, on te dit un titre. C'est pas même le titre fini, quoi. 200, 300 000. Bah, on n'est pas enfant de riche. Donc on arrive. Le gars, il a réfléchi. Il a dit, on va faire l'heure à 20 000 francs. Et c'est là où on a tous démarré, je peux dire. J'ai vu Naya Bingi poser son premier son. J'ai vu New School poser un nouveau départ. Tu étais déjà dans New School? Bien sûr. Comment vous formez le groupe?
New School. Est-ce que vous êtes des amis? Vous habitez tous dans le même quartier? Ouais. Vous habitez tous dans le même quartier? Ouais. Crash Du au moins, Grave, du moins, Johnny du Bigoud. moins, les 4 qui se sont retrouvés jusqu'à ces dernières années. Je vais parler de moi, Isma Pin, Crash, Johnny Bigoud Et Lou. Laurie Jesson. Voilà, c'est le même secteur. Donc, il y a Lou qui est du côté d'Awinge. Il y a Johnny Beau Séjour, Crash et moi. Comment vous sentez que c'est le moment? Parce que l'heure d'enregistrement, c'est quand même 20 000. Vous n'êtes jamais rentré dans un studio, donc je me doute bien que l'enregistrement peut mettre un peu plus de temps. Où est-ce que vous trouvez le pognon? Parce qu'à l'époque aussi, quand on a reçu les autres rappeurs, ils nous disaient qu'à l'époque, même 5 000, c'était fort. Ouais, C'était beaucoup. Donc, comment vous organisez pour trouver l'argent? Comment vous sentez que c'est le moment et que là, il faut qu'on fonce? Et est-ce que vous avez fait ça en 1 heure? Ouais. Au départ, l'argent, par rapport à l'argent, on fonctionnait en cotisation. On faisait des cotis. Et pour foncer au studio, avant d'aller au studio, tel que notre cas, nous, on a travaillé là-bas à la maison. Parce qu'il faut dire qu'on avait une chaîne hi-fi qui nous permettait d'enregistrer déjà des maquettes. J'avais apporté un micro que mon ami Bitegue, Henri Bitegue, aujourd'hui conseiller l'ambassade au Congo, me l'avait passé parce que lui et moi on répétait au niveau de d'IAI. Bon, après il voulait plus faire du rap, il m'avait délégué ce micro, il m'avait donné ce micro. Il était vraiment bien. Un micro simple, mais vraiment les voix passaient très bien. Wow. Donc alors ce micro je l'ai accroché sur la chaîne hi-fi de Johnny Bigoud que lui son père lui avait donné. Vous voyez, non? Avec cette chaîne hi-fi là, qu'est-ce qu'on faisait? On plaçait l'instrumental sur le lecteur play. Il y a un lecteur toujours record. Donc quand on joue l'instru là-bas, vous trouvez l'instru où? Mais c'était des boucles. On prenait les restes, les fins de morceaux américains. Vous voyez, les restes là. À l'époque, vous ne saviez même pas ce que c'était un ordinateur. Ouais, quand même. Parce que c'était les boîtes à rythme. Hein. Je crois que les gars qui avaient la boîte à rythme, au moment où je vous parle, là, le 97, là, c'est Double P, Siap aussi. Ils avaient une boîte à rythme grâce à Stowell. Ipakwe. Voilà. Et d'autres, le blanc qui était arrivé de France, là, j'ai oublié son nom, qui a enregistré l'album de la Wana et autres. Là. Donc, c'était pas facile d'avoir une instru. Je te jure, ce qu'on faisait avec Johnny, Crash et tout ça, donc, utiliser un micro dans la chaîne hi-fi, mettre l'instru qu'on a eu à faire des boucles, parce qu'il fallait faire des boucles. Ça, c'était Crash qui arrivait à le faire avec Johnny. Il savait boucler les instrus là, et on enregistrait. Ouais. La même chose avec Lord des Communes, dont je me souviens, il avait, on utilisait 2 petites radios. Une radio pour jouer le son, une autre pour enregistrer. Seigneur Au milieu, on met un micro attaché de chaussettes, mon frère. Pour faire. Ça, on l'a fait. Ouais, on l'a fait. Et donc, vous vous cotisez, vous arrivez à avoir les 20 000 et vous partez au studio. Ouais, on part au studio. Ça, c'est quand M. Georges a libéralisé ses prix. Et vous enregistrez en combien de temps? C'était one shot. Hein. Si tu te trompes, c'est foutu. C'est foutu, là. C'est genre 1 heure. Joe, ne t'arrête pas là-bas. S'il te plaît, ne rate pas ton couplet. Quand tu rates le couplet, les autres sont en bout, là. C'est « Mais Stormman, fais ça vite !» L'OTAN. Ben, on a eu chaud quand même. Wow. Mais ça nous a formés. Et ce premier titre est sorti, c'était quoi là? C'était Nouveau Départ. Nouveau Départ, c'était quoi l'accueil? Comment c'était? Est-ce que vous étiez satisfait? Ouais, on était satisfait parce qu'on arrivait à... C'était notre premier son fait professionnellement, quoi. On arrive en studio, on a d'abord joué le beat. Vous voyez, le beat et tout, les mélodies qu'il faut. On a posé. Et après ça, M. Georges nous a envoyé chez Frédéric Gassita pour continuer le travail. Donc, d'où on a mis... là-bas, on a pu mettre un sample, Crash et moi. J'avais les vieux disques de mon père, là. Il écoutait de la funk, disco et tout. On l'a récupéré, on a mené un vinyle. Il a récupéré le son du sample parce que nous, on écoutait la musique américaine. Il y avait déjà des samples. Ouais, bien sûr. Donc, on voulait faire la même chose. On a pu sampler un beat d'un vinyle qu'on a introduit dans le Nouveau Départ. C'est pourquoi vous allez écouter le son avec un arrière-fond de vinyle là. Et ça faisait un peu à l'ancienne, en underground en même temps. Donc on a utilisé ça. C'est là où on a fait la connaissance de Gassita. Vous voyez ?
C'est parti comme ça. Mais vraiment, c'était bien. C'était une expérience. Maintenant, comment le son se retrouvait dans la radio? Dans la radio, pour la première fois, on a notre son sur CD. On est content. Et la radio. Mais vous étiez déjà quand même à l'époque du CD, quoi. Ouais, il y avait le CD. CD. Quand tout le monde n'avait pas cette chance d'enregistrer sa voix, son morceau dans un CD. Sia Poussia a commencé à enregistrer ses albums, c'était des cassettes. Voilà. Et nous aussi, on avait nos maquettes, c'était sur des cassettes, des DAT, des trucs comme ça. TDK, c'était la marque. TDK. La Philips aussi, des marques vraiment qu'on appréciait bien. Voilà. Donc, la radio, les radios existent depuis. Il y avait Fréquence 3, Harley Boris. C'est avec lui qu'on a fait notre première émission. C'est même lui qui nous a lancé. Et là, on a joué un son qu'on a enregistré chez nous. Avec la chaîne Wi-Fi dont je vous parle. C'était sur un son de Woowa, je crois, Wu-Tang Clan, je crois. Ouais. Woowa, c'est pas Busta Rhymes? Non, Woowa. Woowa, c'est Wu-Tang. Ok. Reza. Ah ouais. Le morceau, c'était C'est qu'un chat, c'est chacun pour soi. Voilà. C'est moi qui faisais le refrain. On a enregistré ce titre-là, il a joué à Urban Fréquence 3. Fréquence 3. Voilà. Et après ça, M. Georges avait même eu vent de ce titre-là. Ce qui fait que quand on est arrivé chez lui, il a dit « Ouais, mais j'ai écouté, vous avez fait une maquette assez déjà bien et tout. » On a dit « Ouais. Bon. » Et c'est comme ça qu'on a enregistré chez lui par la suite pour qu'il nous mette le son dans la première compilation Bantu Mix. Comme ça qu'on s'est retrouvé là avec tous les autres artistes. C'est une expérience inoubliable. Et ensuite, vous avez évolué, vous avez enregistré plein de... En fait, vous étiez carrément à la base et vous avez vu comment le mouvement est monté. Ouais. Et je vais parler de l'organisation même. On avait le premier studio de Monsieur Georges Kamgwa. Est-ce qu'après ça, il y a des studios qui sont montés un petit peu, les prix des enregistrements ont baissé? Comment ça s'est passé? Et puis cette première rencontre avec Monsieur Gassita, je me doute bien que le mix à l'époque et ce genre de choses, comment tout ça a évolué en fait. Vous avez payé là-bas? Chez Gassita? Non. À l'époque, ça fonctionnait beaucoup au feeling. Hein. Ça fonctionnait au feeling justement, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je veux te dire? Il y a eu des studios à côté du studio de Monsieur Georges, mais il a amené la concurrence. Ouais. C'est-à-dire que ces prix ont fait en sorte que... le mouvement hip-hop s'élève, quoi. Mais l'apogée, c'est comment quand vous sortez Si j'avais de la monnaie? Ouais, là on est à Cash Pro qui se trouve à Ozangue. C'était le plus grand Cash Pro. Là où tout le monde est passé. Alors là-bas... vous êtes resté fidèle à votre premier studio? Oui, parce que on trouvait qu'il travaillait bien et qu'il avait vraiment les bons prix pour nous. Parce qu'ailleurs, comme je te dis, c'était les prix toujours... terrible. Et puis, c'était aussi au feeling. Parce qu'il y en a qui n'aimaient pas les artistes rappeurs. Vous voyez, lui, il a aimé le rap. Donc il nous a ouvert cette porte et puis on a foncé. Si j'avais de la monnaie, c'était un grand son. Oui. Musique faite sur la PlayStation par Spim. Ouais. Frank Zinga. Ah ouais. Souvenir. C'est un grand son. Oui, on l'a fait à Cash Pro. On l'a rejoué à Cash Pro. Le titre a été donné par notre ami de fin Koufex qui a chanté dans le dernier rappé dans Nouveau Départ. Il avait proposé ce titre-là, Si j'avais de la monnaie, et nous, après, on l'a réactualisé plus tard à Cash Pro pour sortir le titre dans Mémoire vive. C'est quoi l'histoire du son Si j'avais de la monnaie? Si j'avais de la monnaie, hein, simplement, si j'avais de la monnaie. Si j'aurais eu ça, l'argent, c'est la liberté. Je serais allé suivre un match de foot à la Coupe du Monde. Je serais allé à Marrakech, j'aurais fait ce que je veux en fait. Voilà, si j'avais de l'argent. On écoute un extrait. D'accord. Les bourges, c'est la poule douce et nous freine jusqu'à la source. Plus le même objectif, ma part n'aurait été qu'un simple passage, plus une cause. On aurait voulu défendre jusqu'à sa libération. Maintenant, c'est chose pas faite, puisqu'on a laissé derrière une situation loin de satisfaire ou de plaire à la masse populaire. Cette graine de combattant perdu du surcroît opulent. Ronde des sentiments, poussé rester loin là-bas. Dans le froid et la misère vivant, dans une atmosphère austère où le malheur prospère. Proche de la putain de définition d'enfer sur terre. Si j'avais le flou, je sens que chaque biais que je sortirais sera mémoire. Vous n'avez pas créé un label, vous êtes resté New School. Indépendant, mais vous étiez en indé. Ouais, toujours en indé, pas d'organisation, pas de producteur autour de nous, on va dire.
c'est-à-dire de manière permanente, non. Occasionnellement, oui, comme au moment de la compile de Mémoire vive. Oui. On avait Didier qui était là, qui a cru en nous. Pourquoi il a fait en écoutant le morceau, il a apprécié. Après, on a fait vite fait la vidéo. Ça fait un tabac dans Libreville, même dans le monde. Hein. Aujourd'hui, après avoir passé autant d'années, après avoir autant donné en fait au rap, pour toi, c'est quoi être un bon rappeur? Pour moi, un bon rappeur, c'est... Bon, aujourd'hui, hein, la définition est variée maintenant. Hein. Parce qu'il y a un débat dont tu fais le commercial, tu parles des réalités, tu revendiques. Voilà, moi j'ai dit qu'aujourd'hui, ce n'est plus, on peut plus avoir la vision qu'on avait du rappeur à l'époque, ne doit pas être celle d'aujourd'hui. Pour moi, un bon rappeur, c'est celui qui arrive à mettre sa voix sur une musique et il fait entendre le message qu'il veut et qui fait bouger les gens comme il veut. Donc, de toute façon, c'est quelqu'un qui produit qui fait de l'art, qui produit une œuvre intéressante. Point barre. Miss Mapine, à l'époque, vous avez gagné beaucoup de pognon. Ah. Vous avez fait beaucoup de concerts. Est-ce que ça payait? On a fait quand même Est-ce que ça payait? Ouais, à l'époque. En l'époque, vous preniez combien? Vous prenez combien par cachet? Dans le plus grand cachet que vous avez reçu, dites-nous. Le plus grand cachet? À l'époque. Hein. Non, ça n'a pas atteint 5 millions, ça n'a pas atteint 5 millions, ça n'a pas dépassé 5 millions. On en a eu. Vous avez eu des gros cachets? On a eu des gros cachets. Vous avez fait beaucoup de spectacles? Ouais. À l'intérieur du pays? À l'intérieur du pays, à Libreville. Dans un week-end, vous êtes invité 3-4 fois sur la base de 400 000, 500 000, c'est beaucoup, hein, c'est pas mal déjà. Quoi. Il paraît que les artistes étrangers, quand vous écoutez rap, ils pensaient que vous étiez des rappeurs français. Ouais. Et je sais que beaucoup d'organisateurs se précipitaient de nous appeler pour participer à leur show quand il y avait des artistes français qui arrivaient. Parce qu'il fallait mettre en avant l'image du Gabon. Vous voyez, on venait toujours, puis c'était bon, mais c'était des bons cachets en tout cas, il y avait des bons cachets. À l'époque, par rapport à maintenant, je veux dire, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je sais qu'on en a mangé. Les relations étaient bonnes au sein du groupe New School? Oui, elle est toujours très bonne. Pourquoi alors tu décides de faire tes albums seul? Non, ça c'est personnel. Je suis un artiste à part entière. J'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire seul. Différent de ce que j'ai fait avec le groupe. Et là, tu as fait combien d'albums? Là, j'ai un album solo, Antidote, que j'ai sorti en 2009, 14 septembre. Oui, je me rappelle, au 14 septembre 2009. Tu as contribué à la promotion de cet album. Ouais. Et tu sors le titre Mukaswom, un son qui a déchiré tout le monde. Qui est dans cet album, ouais, justement. C'est pour les gens qui aiment le rap en langue. Hein. La culture gabonaise, on doit la mettre vraiment en avant. Et on doit vraiment s'accentuer sur le rap en langue aussi. Mukas, c'est quoi? Ça veut dire la femme là. Mukas ou ona. La femme là. Je ne savais pas. Mais toi, le grand Zébi de tous les temps, donc la chanson la passe, tu chantes, tu ne savais pas. Tu dis quoi aux femmes? Ben, je parle des femmes un peu trop frivoles. Qu'elles doivent se calmer. Faut qu'elle arrête de mener une vie sexuelle pas bien, quoi. Voilà, parce que finalement, elle peut se retrouver avec des problèmes. L'album sort en 2009, ouais. Le 14 septembre. Ouais, je me souviens. Ça s'appelle Antidote. Antidote. Pourquoi Antidote? Parce que je trouvais que le rap gabonais était, à cette époque, hein, le rap gabonais était bourré de virus. Aïe. Je trouvais qu'il y avait de la merde. Donc j'ai dit, bon, l'album, ce sera l'antidote pour se soigner. On va écouter un des titres phares de René Rude dans Antidote. Le titre, c'est Entre deux pôles. Ok. That Fresh Morning.